Le débat sur Direct Gestion spéciale crowdfunding immobilier ce matin, tout savoir sur l'investissement participatif sur l'immobilier. Oui, ça existe, nouvelle tendance qui démarre très fort depuis 2 à 3 ans dans le monde et aussi en France. Pour en parler, deux invités, Vincent Sileg de Crowdfunding Immo et Jean-Baptiste Velleux de l'Immo. Messieurs, on parle justement des modalités pratiques maintenant pour investir. Effectivement, quand on voit ces projets, quand on va sur votre plateforme, on est actuellement sur le site Crowdfunding Immo, on voit 3 projets finalement, un clôturé, voilà, montant recherché 200 000 euros, le ticket minimum 200 000, 100% a été levé, donc la souscription est terminée. C'était à Toulon, une résidence qui s'appelle le Casanova. En cours, on a en cours de collecte le Patio, donc qui est dans le Lavandou, toujours dans le 83, et puis quelque chose qui est à l'étude, At Homes, qui est dans la région de Bordeaux, à Ésine exactement. Dans ces projets, on a compris qu'il y en avait un, c'est bon, c'est bouclé. Il y en a un en cours de collecte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut encore, 32 jours restants, juste après l'émission, se connecter. Exactement. Comment ça se passe pratiquement, Vincent Sileg, pour rentrer justement et essayer d'avoir ces fameux investissements? La réglementation qu'impose l'autorité des marchés financiers, qui est commune pour tout le monde, c'est un site progressiste. C'est-à-dire que la première chose, c'est que vous devez être membre de la communauté et vous devez vous inscrire donc sur la plateforme. Et on a aussi une démarche de contrôle de l'identité et du domicile pour être le début d'une démarche en lutte anti-blanchiment. C'est pas juste un email, il faut quand même envoyer. Si vous mettez un email, vous pouvez accéder aux produits et voir les produits, mais par contre, si à un moment vous voulez souscrire, il faut aller plus loin, évidemment. Bien sûr. Et au fur et à mesure que vous allez passer des étapes de validation de votre compte investisseur, c'est-à-dire votre profil, qui vous êtes, une analyse de votre patrimoine, comme vous allez le trouver sur une banque en ligne finalement, sur toutes ces interfaces-là, vous aurez accès à différents niveaux d'information sur la plateforme pour être capable de prendre une décision d'investissement sur le produit. Mais ça passe d'abord par une inscription, une participation à la plateforme, une authentification, une validation de votre profil et après vous pouvez investir. Ça, c'est la réglementation qui exige effectivement que vous connaissez votre client, Know Your Customer, comme on dit dans les banques, c'est le même principe. Exactement, c'est le même principe. Ok, savoir que finalement le client potentiel, l'investisseur a les moyens et que voilà, il n'est pas un peu, ça va être compliqué. Et l'expérience également. Ouais. Et la notion de risque aussi attachée. Qu'il faut exprimer correctement et de façon équilibrée. Ensuite, du coup, le ticket minimum 2 000 euros, est-ce que je peux mettre plus? Est-ce qu'il y a une limite? La limite, c'est 1 million d'euros, hein, donc autant dire qu'on en a sous le pied, comme on dit, classiquement. Mais le ticket minimum, c'est 2 000 euros. On n'est pas allé en dessous parce que ça nous semblait un petit peu démagogique. Et puis, il y a une masse critique nécessaire, aussi bien pour l'investisseur que pour nous, pour traiter un ticket. C'est-à-dire que aujourd'hui, il ne faut pas quand même oublier que nous sommes aussi des entreprises à but économique et nous devons avoir un fonctionnement qui est relatif pour tout le monde. Donc, on a un ticket minimum à 2 000 euros. Vous avez une capacité de souscrire entre 2 000 et donc 1 million d'euros. Vous prenez votre ticket à votre discrétion. Et les gens ont la capacité du coup de dire je mets un ticket de 10 000 euros sur le Patio parce que le promoteur CG Prix m'intéresse et je vais mettre un ticket de 10 000 euros sur AFC Promotion ou 10 000 euros sur Caléitos et je vais répartir et choisir différents opérateurs. Oui, parce qu'effectivement, je suis aussi attiré par quelque chose que je vois qui est assez incroyable en ces temps actuels de taux très très bas, c'est 8% annuel. Oui. Est-ce qu'il y a une garantie justement sur ces 8%, c'est-à-dire j'investis là en janvier 2016, en janvier 2017, j'aurai un remboursement? Alors, il y a une nuance entre le contrat et la garantie, c'est-à-dire que nous, le montage qu'on fait, c'est aujourd'hui les investisseurs rentrent sur un contrat avec une date d'entrée et une date de sortie, qui est un contrat d'obligation, comme si vous le rencontrez sur un marché obligataire, avec un rendement contractuel. Évidemment, on est dans une opération de financement participatif, on est dans une opération en capital, en equity ou en quasi-equity. Donc dans ce principe-là, on va supporter un risque d'investisseur, c'est évident. Sinon, on ne serait jamais sur un rendement de 8%. Malgré tout, dans une opération de promotion immobilière, les risques sont encadrés. Plusieurs encadrements. Le premier contrôle immédiat, c'est le risque juridique. C'est-à-dire, est-ce que la capacité à construire, c'est-à-dire le permis de construire, est délivré, bien évidemment, par l'autorité administrative, et est-ce qu'en outre ce permis est purgé des recours au tiers, c'est-à-dire est-ce qu'il ne peut plus être C'est ce que vous disiez, modifié? on a 2 ou 3 mois. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, sachant que, à titre d'information, maintenant la loi Macron qui est passée interdit les recours en démolition, donc une fois qu'on a un permis purgé, l'opération est totalement sécurisée d'un point de vue juridique. Après, on va valider le montage financier, c'est-à-dire qu'on demande à nos partenaires des préaccords bancaires sur le financement des travaux et sur les garanties bancaires exécutées. Donc autant dire que quand les banques se penchent sur un dossier de ces tailles-là, quand on passe de dossiers entre 5, 6 ou 7 millions d'euros, quand vous demandez un crédit à une banque, vous imaginez à peu près les documents qu'ils vous demandent. Je ne vous explique pas pour une garantie de 6-7 millions d'euros comme ils auditent. Et après, on a aussi une obligation légale qui est l'assurance. Donc on a aussi l'assureur qui va se pencher sur le dossier et qui va garantir la qualité finale du chantier pour le compte des acquéreurs. Donc quand on est 4 comme ça à être penchés sur un dossier et à chacun émettre des avis favorables pour le faire sortir, on a malgré tout une sécurité
qui de fait est présente. Donc les risques qu'on a sur ce marché-là, c'est le risque exogène finalement, c'est des risques de marché, des retournements. Le taux de défaut à peu près sur des opérations comme ça, on les a, c'est calculé? Disons que la Fédération des banques françaises est relativement discrète sur les taux de défaut sur les opérations qu'ils mènent, c'est une sorte de tradition du métier, mais je pense qu'on est proche du zéro. On est proche du zéro. Vous êtes d'accord, Jean-Baptiste Velleux, avec justement le même processus, je dirais, chez Limo? Oui, c'est la même chose. Ensuite, les petits risques qu'il y a, ce sont les risques de chantier. Donc, c'est ce que disait Vincent, à savoir, un, les travaux, et deux, la mévente des appartements. Donc, une fois que vous avez fait tout l'audit dont parlait Vincent, il vous reste ces deux risques principaux-là. Donc, quand vous faites du petit, comme c'est le cas chez Vincent comme chez nous, les travaux, c'est simple, puisque les bâtiments sont faciles à construire. Et la mévente, c'est beaucoup plus simple de vendre 10 lots, effectivement, que d'en vendre 50. Le vrai risque, si je peux me permettre, c'est le risque des liquidités. C'est-à-dire finalement de dire, au lieu d'être bloqué 18 mois ou 24 mois sur mon produit, la vente est un peu plus longue parce qu'il y a un lot qui reste, il y a un financement qui est tombé, il y a un client qui n'a pas eu son financement final ou un accident de la vie. Du coup, on remet 6 mois le ventre à le re-signer et le placement ne va pas durer 18, il va durer 24 mois. Voilà, par exemple. Le gros avantage de l'immobilier, c'est que vous avez un actif. Donc ça ne peut pas être comme une action qui peut valoir zéro du jour au lendemain. L'actif, s'il est bien placé, s'il n'est pas en premier de la campagne, si vous devez vendre très rapidement l'appartement, vous allez faire une décote de 10%, de 15%, peut-être de 20% au maximum, mais il se vendra toujours. Surtout si c'est des zones quand même qui sont attractives. A fortiori si les zones sont attractives. Donc il y a une très faible probabilité que vous perdiez votre capital en immobilier grâce à cette valeur d'actif. D'accord. Quand justement, si le projet est retardé, est-ce que ça veut dire au niveau des échéances, des remboursements, qu'on va toucher le même rendement ou le rendement sera étalé? On aura toujours 8%, mais sur 24 ou 36 mois? Exactement. Le rendement est de 8% annuel, il est calé annuellement. Nous, on fait même des contrats qui sont automatiquement sur des contrats de 3 ans et avec une possibilité de remboursement anticipé par le promoteur. Ce qui fait qu'on n'a pas de fausses promesses. L'idée fondamentale, c'est de dire que si M. André investit 10 000 euros et que ces 10 000 euros, il prévoit qu'il en ait besoin sur 18 mois, je lui dirais ne venez pas, même si on sait qu'on risque de sortir le chantier en 18 mois. Parce que le risque chantier, le risque constructif peut arriver, une grue qui tombe, un incident quelconque, divers et variés peut arriver et peut décaler le placement. Donc on préfère dire on souscrit à 3 ans et on va rembourser par anticipation si ça va mieux. Oui. Sauf qu'aujourd'hui, évidemment, les entreprises sont récentes. La loi, vous l'avez dit, en plus se modifie, tant mieux en votre faveur avec Macron 2. Total de la collecte synthèse au 30 décembre 2015, c'est Jean-Baptiste qui a fait ça pendant ses vacances, qui a remboursé, il a lancé ce site. 30 millions collectés à peu près sur les sites français, 1 million seulement remboursés. Bon, évidemment, les projets sont assez jeunes, ce qui va faire force de symbole et il va falloir suivre effectivement le taux de remboursement. Ce qui est important, c'est que les projets soient remboursés. Oui, c'est ça. En fait, on est parti d'un constat, c'est que les acteurs de ce business-là ont tendance, je trouvais que les acteurs ont un petit peu tendance à confondre montant des sommes collectées et succès des plateformes. Or, notre business, ce n'est pas de collecter des sommes, c'est de collecter et de rendre avec la rentabilité prévue. Et j'irais même jusqu'à dire que de collecter des sommes sur Internet, pour un peu que vous ayez un site relativement bien fait et bien référencé, c'est relativement facile. Donc la clé, c'est de rembourser. Or, personne ne se demande qu'est-ce qui a été remboursé. Donc on a fait ce site-là, qui est remboursé.com, qui explique qu'est-ce qui a été levé en crowdfunding immobilier en France, qu'est-ce qui a été remboursé plateforme par plateforme. Ça doit servir aux investisseurs avant d'investir pour faire un choix de manière rationnelle. Et on va le mettre à jour tous les mois avec la communauté des gens qui veulent bien nous donner des informations également, de façon à faire une évolution, à suivre l'évolution de notre métier. Oui, parce que si on regarde dans la plateforme de crowdfunding, ça se multiplie comme des petits pains, en tout cas sur le crowdfunding participatif classique. Sur l'immobilier, il y a un petit peu moins de plateformes, mais on peut imaginer, vu le succès des premières et ses promesses alléchantes, qu'il va y en avoir de plus en plus. J'ai l'impression en vous écoutant, messieurs, qu'effectivement, Jean-Baptiste le signaler dans un édito sur le blog Limo, vous êtes bien sûr des fintech, mais beaucoup plus fines que tech finalement. Ah oui. C'est ce qui est intéressant dans notre métier, c'est effectivement que notre métier, c'est d'attirer des investisseurs pour investir dans des projets immobiliers. Pour attirer des investisseurs, il vous faut un site internet. Donc il faut que vous soyez quand même un petit peu bon en internet, comment faire en sorte que votre site attire des gens. Une fois que vous avez des personnes qui veulent investir dans vos projets, il faut que les projets soient de qualité. Et donc là, vous avez besoin de compétences techniques immobilières. Et c'est peut-être même là le plus important. Donc, on a un petit peu un pied sur Internet, un pied dans la promotion immobilière, dans l'immobilier. Celui-ci est probablement plus important parce qu'on parle quand même de sous-jacent.
Et c'est ce qui fait la beauté de notre métier, à la fois Internet et immobilier. On va parler justement des business models de crowdfunding IMO et de l'IMO. On a compris, donc, allez, on commence par l'IMO. Jean-Baptiste, vous gardez la parole. Sur l'IMO, donc, vous payez, est-ce que généralement on peut prendre effectivement au promoteur qui a besoin de financement, on peut prendre aux investisseurs, effectivement. Là, comment ça se passe chez vous? Quel est votre business model? Alors effectivement, les plateformes en règle générale, elles ont deux sources de revenus traditionnellement. Soit elles prennent des frais sur les investisseurs, soit elles prennent des frais sur les promoteurs, soit même certaines prennent des frais sur les deux côtés. La particularité de l'IMO, c'est qu'on est à la fois comme promoteur et plateforme de crowdfunding, comme vous l'avez rappelé. Chez l'IMO, l'argent, donc le business model, il se fait sur l'opération de promotion immobilière. C'est-à-dire lorsque vous allez vendre le petit immeuble avec les 10-15 logements. L'histoire, c'est quoi? C'est vous nous prêtez de l'argent et avec cet argent et l'argent de la banque, on va construire des logements, des mini-logements, enfin des mini-résidences avec des logements d'environ, des résidences de 10 appartements. On va vendre ces appartements, on va faire une marge. Avec la marge, on va vous rembourser de vos intérêts. Ok, si je comprends bien, donc vous avez l'argent du crowdfunding IMO, mais on a compris que c'était la portion congrue. La banque, voilà. Ce qu'on appelle la VFA, vente en l'état futur d'achèvement. Merci. Et ensuite, donc finalement, voilà, vous montez l'ensemble du projet et vous prenez votre marge et vous payez une fois que l'opération est terminée. Il y a un alignement d'intérêt. Si l'opération ne se fonctionne pas, vous allez peut-être pas toucher les 10% qu'on vous avait promis, mais vous pouvez être sûr que nous aussi, on va perdre beaucoup d'argent. C'est comme ça qu'on a conçu ce business model. On préfère que vous réussissiez quand même. Chez Crowdfunding IMO, comment ça se passe? Quel est le business model? Donc nous, on ne prend pas de frais sur l'investisseur parce que ça nous a semblé illogique de vouloir prendre des deux côtés. Donc à un moment, on est conseil de quelqu'un et on n'est pas conseil de l'autre. Il faut choisir. On est place de marché, donc on est en intermédiation. Mais malgré tout, on a un opérateur qui nous rémunère, qui est le promoteur. Donc nous, la vision est de dire aujourd'hui, c'est une vision très anglo-saxonne de cette notion de banque d'affaires, de dire finalement je vais amener un conseil, un financement et un accompagnement à un promoteur puisque nos missions dépassent parfois le simple stade du financement participatif. On sait leur faire des courtages en assurance, on sait leur faire du support en financement bancaire sur leur dossier et donc on va se rémunérer sur les fonds qu'on va lever pour leur permettre de mener à bien cette opération, voire d'encadrer leur écosystème et de les assister. Parce que si je comprends bien, ces promoteurs n'ont pas forcément la capacité financière ou les relations ou le montage ou de mettre ça en commun. Eux, ils ont la compétence métier, je fabrique, mais le financement, je préfère que quelqu'un d'autre s'en occupe. La vraie complexité, elle est, si je vous la résume de façon très simple, jusqu'à présent, nos délais de production moyens entre le moment où je visite un terrain et le moment où je livre, selon la taille des dossiers, c'est on va dire que c'était 3 ans à peu près. Bon, aujourd'hui, avec les délais administratifs qui se rallongent, avec les problématiques de recours, etc., on produit en 4 ans. Bon. Imaginons un promoteur à 3 millions d'euros de liquidité devant lui. Il met 1 million d'euros affectés par an, avec 10% de liquidité pour faire 100% de chiffre d'affaires, il va faire 10 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année. Jusque-là, tout va très bien, le gars vit très bien. Et puis, il a un recours, une mairie qui traîne à lui donner le permis. Donc, au lieu de produire en 3 ans, il produit à 4 ans. Il a toujours 3 millions d'euros devant lui. Mais comme il n'en met que 750 000 euros pendant 4 ans, il fait 7,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et ça va au moins bien. Donc nous, à un moment, le marché de la promotion pèse à peu près 30 milliards d'euros. Ce marché est entre deux étaux, un allongement du cycle de production qui demande donc plus de fonds propres dans le temps. Et en outre, les banquiers qui, de fait de l'application des accords interbancaires de Bâle III, demandent de plus en plus de fonds propres par opération pour faire le financement. C'est-à-dire qu'avant, on avait 8% de fonds propres et aujourd'hui, on voit des banquiers qui vont jusqu'à... Bon, la moyenne est de 10, mais qui vont jusqu'à 20% de demande de fonds propres sur opération. Donc évidemment, sur un marché de 3 milliards, il y a un déficit économique pour être capable de produire ça. Et c'est là que nous intervenons. Finalement, on met de l'huile dans les rouages sur le marché. Et je le rappelle, évidemment, crowdfunding immobilier, on est sur de l'immobilier qui est en France, qui fait travailler des gens en France. Donc on est en plein dans l'économie réelle. Et ça, c'est plutôt pas mal. Un logement, 2 emplois indirects. Globalement, l'équation est là. Ça c'est dit, donc c'est peut-être une bonne piste à dire au gouvernement pour encourager. Remarque, l'immobilier se porte plutôt pas mal depuis maintenant, ça a plutôt tendance à rebondir. Merci messieurs, en tout cas de nous avoir présenté cette nouvelle tendance forte. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les sites crowdfunding IMO et LIMO, LYMO. Merci à Vincent Silek, le cofondateur de crowdfunding IMO. Merci à Jean-Baptiste Velleux de LIMO. On aura l'occasion d'en reparler. Le débat est terminé, mais on se retrouve dès lundi pour un nouveau débat. Cette fois, on repartira de l'actualité financière et économique. Merci. À tout de suite, Direct Investisseur.
Voilà.